L'idée, c'est d'avoir une voiture modulaire, c'est-à-dire une voiture qui soit la voiture idéale taillée pour l'usage moyen. Là, vous avez fait un trajet avec une Zoé. C'est une voiture fantastique, c'est une voiture remarquablement agréable à utiliser au quotidien. Mais elle a cette limitation de ne pas pouvoir faire plus que, on va dire, 130 km, 110, 150 selon les conditions météo, etc. Et donc, voilà, la plupart des gens renoncent à acheter une voiture électrique pour cette raison-là, parce que tout le monde, de temps en temps, potentiellement ou pour de vrai, a besoin de faire un trajet plus que 110 km ou 130 km. Alors ça peut arriver une fois par an, ça peut arriver peut-être dans 3 ans, parce qu'on a déménagé, changé de boulot, mais ça peut arriver en moyenne 6 fois par an pour un Français. Et certains, ce sera 20 fois par an. Et donc, avoir une voiture, aujourd'hui tout le monde choisit la voiture sur le besoin de crête. C'est-à-dire tout le monde choisit une relativement grosse voiture, essence, parce que de temps en temps on a besoin de faire un long voyage. Mais en fin de compte, une meilleure solution serait de choisir la voiture idéale pour l'usage moyen, par exemple la Zoé ou d'autres voitures électriques, enfin celle-là est effectivement une bonne voiture, et pour les usages de crête, de rajouter un module. Et dans ce module, on a le seul moyen de faire un long trajet, c'est-à-dire un moteur thermique, d'essence ou diesel ou au gaz ou à tout ce qu'on veut, on peut mettre une pile à combustible, et donc de louer ce moteur pour l'occasion des longs trajets. Voilà l'idée générale. Donc vous avez un module de base qui est votre voiture, électrique, pure, zéro émission, que vous chargez tous les soirs sur le réseau. Et puis quand vous avez besoin de faire Marseille-Paris, et bien plutôt que de le faire en 3 jours, vous le faites avec la même commodité qu'une voiture à essence. Donc vous avez ce module, c'est un groupe électrogène, pour parler de manière prosaïque, ou un prolongateur d'autonomie si on veut faire plus savant. Ce prolongateur d'autonomie, c'est un moteur thermique, donc un moteur à essence, avec une génératrice électrique. Ça fabrique du courant, de l'électricité 400 volts, c'est-à-dire de l'électricité qui peut alimenter le moteur de la voiture. Et on branche ça, c'est une remorque, on branche ça sur la voiture, et tout en roulant, on alimente le moteur, et ça évite de faire baisser la batterie. C'est-à-dire qu'on peut choisir à l'arrivée d'avoir une batterie vide, comme ça on a maximisé la consommation d'électricité et minimisé la consommation d'essence. Et on peut aussi choisir à l'arrivée d'avoir une batterie pleine, de telle sorte que si l'arrivée c'est, je sais pas, à Albertville, et que vous avez besoin de monter encore à la station de ski, ou bien si vous déposez le truc, je sais pas, à Clermont-Ferrand et que vous devez aller dans les Cévennes après, bon, vous avez cette possibilité-là de continuer votre voyage à l'électrique pure. Le prototype est en train d'être fabriqué maintenant. Là, ce matin, j'étais justement à l'atelier, ils ont commencé à assembler les premières pièces du châssis, enfin ça commence à avoir, voilà, il y a quelque chose de concret qui arrive. La fabrication proprement dite sera finie début juillet. Ensuite, l'été sera consacré à faire la mise au point d'électronique, parce qu'évidemment, il faut de l'électronique pour que ça démarre tout seul, que ça s'arrête quand il faut, que ça charge la batterie comme il faut et pas plus, enfin, toutes sortes de conditions comme celle-là. Et l'engin sera prêt pour des tests utilisateurs au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, les gens qui sont intéressés à faire un essai pour se rendre compte de la pertinence du concept pourront le faire. Cette remorque comporte d'abord quelques caractéristiques fondamentales pour que ce soit utilisable. Il faut que ce soit suffisamment joli, et donc là vous pouvez voir une illustration tout de suite sans doute de l'esthétique que ça aura, donc ça donne quelque chose qui est très compact, qui est très petit. Deuxième condition, il faut que ça puisse s'accrocher facilement à la voiture. Et donc pour ça, il n'y a pas à se baisser, soulever une grosse prise, un petit capuchon comme pour des remorques normales. Donc on vient approcher la remorque de la voiture, on la pose sur une plaque qui servira à la fixer. Et en abaissant un levier, ça va à la fois faire le verrouillage mécanique et brancher la prise 400 volts. Donc il n'y a pas de prise à manipuler, on le fait sans se salir des doigts, sans se baisser. C'est vraiment quelque chose qui sera très simple, ça se fait en un geste. Donc en 30 secondes, la remorque est branchée à la voiture. Et il y a une dernière condition, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'on puisse manœuvrer en marche arrière sans que la remorque se mette en portefeuille. Vous savez que pour manœuvrer une remorque, c'est toujours très compliqué, elle se met de travers, il faut contrebraquer et tout ça. Là, il y a un système qui permet que la remorque soit conduite en marche arrière, comme si la voiture faisait 5 mètres et non pas 4 mètres. Donc ça fait une voiture au fond plus grande, mais comme c'est sur le trajet d'autoroute ou de choses comme ça n'est pas grave. Et donc on peut faire un créneau, on peut reculer, on peut tourner en conduisant sa voiture absolument normalement. Alors aujourd'hui, la Zoé telle qu'elle est produite aujourd'hui n'est pas homologuée pour tracter une remorque. Bon, mais ça n'est pas un truc insurmontable, il faudra que Renault, alors par exemple la Kangoo ZE, la Kangoo électrique, est homologuée pour tracter une remorque. Donc je peux déjà prendre une Kangoo, monter un attelage dessus et accrocher cette petite remorque. Donc l'homologation de la remorque va être faite au cours de l'été. Pour l'instant, ce sera une remorque dite à titre individuel, une homologation dite à titre individuel.
Ultérieurement, il faudra faire une homologation série. Il y aura des travaux sur les normes de pollution applicables au moteur thermique qui est sur la remorque. Donc ça nécessitera un petit peu de travail. Mais disons que si l'accueil fait par les utilisateurs potentiels, c'est-à-dire soit les professionnels de flotte, soit les particuliers, si l'accueil est bon, et si j'arrive à démontrer que sur le plan de la sécurité d'usage aussi, on a une bonne sécurité, mais c'est évidemment un autre critère fondamental, à ce moment-là, les constructeurs pourront, ayant confiance sur le fait que le public souhaite un dispositif comme celui-là, décider d'homologuer la voiture pour un attelage. Et quant au système de connexion et la gestion du 400 volts avec la voiture, ça nécessitera bien sûr d'être validé par le constructeur. Mais dans le cas d'espèce, j'ai des échanges avec Renault pour m'assurer qu'effectivement, les travaux que je fais sont compatibles avec la voiture et que, par exemple, avec une Zoé ou avec une Kangoo, ça marchera très bien. Et Renault est attentif Renault est attentif, c'est le bon terme. Et Renault est, comment dirais-je, on a de bons échanges techniques. Renault n'est pas partie du projet. Renault ne finance pas le projet, mais Renault me facilite le fait que l'expérience puisse être tentée. Aujourd'hui, le moteur est un petit moteur de 624 cm3, donc assez petit. La puissance électrique qui va être générée sera de 20 kW. C'est uniquement pour le prototype. Pour le modèle de série, il faudra plutôt 30 ou 35 kW pour pouvoir rouler justement sur un trajet d'autoroute. Si on fait Marseille-Paris et qu'on veut rouler à 120 ou 130, il faut ce type de puissance. Le prototype fonctionne avec un moteur essence, puisqu'en effet, l'idée, c'est qu'on ait l'universalité de l'accès. C'est-à-dire que la voiture électrique apporte une limite à la distance, et là, cette solution-là, bien entendu, doit permettre d'aller sur n'importe quelle distance où on veut. Donc du GPL, par exemple, aurait créé le risque qu'un jour on arrive à une station d'essence où il n'y a pas de GPL. Au fond, ce système est fait pour permettre d'accéder à n'importe quel endroit avec sa voiture électrique. Donc il faut un carburant universel qui soit disponible partout. Et puis il faut quelque chose qui soit suffisamment léger, qui ne pollue pas trop. Bon, alors, pour diesel, on élimine parce que c'est un peu plus cher et que c'est, disons, sur le plan de la pollution, il y a quand même eu des débats. Gaz naturel compressé, il y en a de loin pas partout. GPL, il y en a déjà plus, mais il n'y en a pas partout. Il y en a sur les autoroutes, mais disons que si on va, par où, justement dans le Cantal, c'est pas sûr qu'on en trouve facilement. Donc l'universalité de la distribution de ce carburant est juste fondamentale, d'où le choix de l'essence. Et puis en termes de pollution, c'est plutôt pas mal. Je rappelle d'ailleurs qu'on va utiliser la voiture à pure électrique chargée sur le réseau 360 jours par an, et on ne va utiliser de l'essence que 6 jours dans l'année, c'est-à-dire 1,5% du temps. Donc certes, c'est un peu paradoxal de se dire qu'on va utiliser de l'essence avec une voiture électrique, mais bon, si on roule à l'électrique 98,5% du temps et à l'essence 1,5% du temps, c'est évidemment mieux que de rouler à l'essence 100% du temps. L'autre piste sur les carburants, c'est d'utiliser de l'hydrogène, c'est-à-dire de faire un modèle de tender, mais avec une pile à combustible dessus. Alors ce sera un peu plus gros, ce sera beaucoup plus cher, mais on pourrait de cette manière-là avoir une voiture électrique qui coûte 13-15 000 euros, qui roule en charge réseau tous les soirs, toute l'année. Et si on roule sur un axe qui est équipé d'hydrogène, par exemple Munich-Rotterdam qui est aujourd'hui équipé en Allemagne, on pourrait déjà maintenant, finalement, habitant Munich, aller jusqu'à Francfort à l'hydrogène. Et puis si on va à Milan ou à Strasbourg, on loue un tender à essence. Donc ça veut dire que la voiture électrique, le module de base, est ensuite capable de fonctionner à l'électricité réseau, à l'essence et à l'hydrogène. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire une infrastructure d'hydrogène qui couvre d'un coup toute l'Europe et où la Commission européenne a déjà admis que ça coûtait 10 milliards d'euros. Et avoir des voitures très très chères qui ne roulent qu'à l'hydrogène avec un rendement d'ailleurs qui n'est pas très bon. Il est mieux d'avoir un très bon rendement en roulant à l'électricité charge réseau, et puis occasionnellement d'avoir un moins bon rendement mais de rouler zéro émission à l'hydrogène. Et puis si vraiment il n'y a pas d'hydrogène, il faudra des années avant qu'il y ait de l'hydrogène partout, à ce moment-là on fera un tender à essence. Donc cette flexibilité est un atout fondamental. Bon, la priorité numéro 1, c'est de faire un tender essence, et puis peut-être que dans 3-5 ans, on pourra faire des tenders à hydrogène. Et dès que possible, dès que j'ai un industriel qui est prêt à participer à un projet comme celui-là, je fais un prototype de tender à hydrogène. Ouais, c'est une question très très importante. L'acheter serait absurde, parce qu'on utilise 1,5% du temps. Donc ce serait un contresens, et sur le plan même d'empreinte écologique, empreinte environnementale du système, ce serait inefficace s'il y a autant de tenders qu'il y a de voitures. Donc comme chacun ne l'utilise que 1,5% du temps, il suffit d'avoir un tender pour 20 ou 25 voitures,
et chacun l'utilise à l'occasion de son besoin et chacun ne paye que proportionnellement au besoin. Donc si on l'utilise une fois dans l'année, on paye une fois, si on l'utilise 6 fois, on paye 6 fois. Et le budget moyen d'utilisation estimé, c'est 250 € par an. C'est-à-dire si on le loue 6 jours, qu'on fait une fois Marseille, Paris-Marseille, Marseille-Paris, une fois aller-retour Rouen par exemple, plus un week-end en Normandie ou un truc comme ça dans l'hypothèse du Parisien. On peut transposer ça dans le cas du Marseillais, donc vous faites l'inverse, hein, vous allez un peu au ski dans la montagne et à peu près 250 € par an de coût d'utilisation pour quelque chose qui correspond à l'usage d'une voiture, comme si on avait une voiture à essence, si on veut. Et donc vous économisez toute l'année sur l'électricité et vous émettez beaucoup moins de carbone sur l'électricité avec une voiture beaucoup plus plaisante. Et quand vous faites un long trajet, vous louez un tender. Le réseau va s'appeler Tender Libre, donc par analogie avec une location libre-service évidemment. Donc c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un badge, vous vous identifiez, vous l'avez réservé au préalable avec la tablette AirLink de la voiture, qui est d'ailleurs remarquable, ou alors avec votre smartphone ou par Internet. Donc vous savez qu'il est disponible, vous avez réservé également le point de destination, mais vous pouvez aussi le faire, voilà, si vous avez un imprévu, vous réservez le truc, vous partez, vous le ramassez en chemin. Et il y en aura disponible au début chez les concessionnaires, devant les concessionnaires automobiles. Donc ce ne sera pas comme les bornes où il faut aller aux heures d'ouverture, hein. Ce sera quelque chose où ce sera disponible 24 heures sur 24. Et puis progressivement, il y en aura dans des choses comme des centres commerciaux, par exemple. On pourrait imaginer qu'il y en ait chez Neuroto, on pourrait imaginer qu'il y en ait chez Euromaster, des stations essence totale, pourquoi pas, des stations d'autoroute. Et ultimement, quand vous avez vraiment suffisamment de véhicules qui utilisent ce dispositif, vous imaginez, vous voyez la station d'autoroute Porte de Bourgogne, hein, il y a une passerelle qui permet de passer d'un côté à l'autre de l'autoroute. Et donc quelqu'un arrive à Lyon, dépose le tender à l'entrée de Lyon, on lui fait traverser l'autoroute, et quelqu'un d'autre qui vient de Paris et qui va vers Marseille, ou qui vient de Lyon et qui va vers Marseille, va le réutiliser dans l'autre sens. Donc à ce moment-là, les tenders vont circuler sur des grands axes autoroutiers comme ça, et toute l'approche de l'autoroute peut se faire à l'électrique pure, et la fin du trajet peut se faire à l'électrique pure. Ça, c'est la version ultime. Au début, ça se louera dans votre quartier, devant le concessionnaire. Le programme, c'est test utilisateur au mois d'octobre. Si ça se passe bien et si le public se montre favorable à cette idée-là, pilote en 2 ou 3 endroits en France, avec des grandes entreprises, avec des artisans et des particuliers. Donc d'avoir peut-être 5 ou 10 tenders, d'équiper 50 ou 100 voitures, avec vraiment un micro-système de location, donc un petit logiciel et tout ça, pour vraiment tester le concept, développer une pré-série du tender, c'est-à-dire avec un moteur un peu plus puissant, quelque chose qui soit industrialisable, avec géolocalisation et tout ça, et de démarrer le réseau en 2015, courant 2015, j'espère début 2015, c'est ça le projet.